Bonjour, chers auditeurs et auditrices, bienvenue au podcast Activistes en crise, le podcast de Extinction Rebellion Québec. Donc, nous sommes vos co-animatrices. Donc, moi, c'est Coralie Laperrière. Et moi, c'est Chantal Poulain. Et on vous présente un podcast qui est déjà en émission spéciale, Chantal. Oui, c'est vraiment drôle parce qu'en fait, il faut vous dire que Coralie et moi, ça fait un bout de temps qu'on planche sur cette idée-là. Et évidemment, il a fallu que tous les plans soient changés cause de pandémie. Ben oui, hein, je veux dire, on voulait faire ça devant vous, on voulait faire ça dans un lieu public, un café autogéré, on aurait voulu discuter avec vous, malheureusement, ça va être de façon virtuelle pour l'instant. Alors, on vous imagine et le tout ski, on pense fort à vous, on aurait aimé ça, vivre ça avec vous et vous encourager en même temps, mais ce n'est que partie remise. Eh oui, mais on continue, on fait le podcast, on reste mobilisés, puis tout le monde le sait, la solidarité, elle se sent en ce moment et on va la sentir dans ce podcast-ci. Oui, ça va être vraiment important. Puis, parlant de solidarité, toi, Coralie, comment tu vis ça, la crise? Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Moi, je suis quand même humoriste et autrice, donc pour l'instant, j'écris chez nous. Je suis habituée d'écrire chez nous. J'ai perdu mon travail d'appoint, malheureusement, mais au moins, j'ai plein de temps pour faire le podcast, donc ça, c'est déjà ça de bon. Pour toi, Chantal, comment ça va? Ça va super bien. Moi, j'ai la chance d'être enseignante, donc d'avoir un salaire assuré, mais je m'épate dans ma capacité de me surcharger. Et mes journées sont toujours aussi surchargées et les réunions Zoom, ça devient mon quotidien. Oui, tu m'as dit ça, là, tu fais plein d'implications communautaires. Nomme-moi-en une couple, là. Alors, vende-toi. Mais en fait, ce qui est plutôt drôle, c'est que ces derniers temps, j'ai beaucoup demandé à des organismes communautaires s'ils avaient besoin de mes services. Et puis, il y a beaucoup d'organismes qui me disent que non, présentement, ils ont une surcharge de bénévoles. Il y a trop de gens qui veulent aider, donc ils n'ont pas tellement besoin de moi. Fantastique. Ça, c'est un beau problème. C'est vraiment extraordinaire. Et présentement, bon, j'essaie de donner du temps à mes amis qui ont des enfants pour enseigner à leurs enfants et puis d'aider les gens qui habitent près de moi, qui ont plus de difficultés à faire leurs courses. Ben oui, comme quoi, c'est pas parce qu'on est confiné, c'est pas parce qu'on est isolé qu'on peut pas s'aider les uns les autres. Mais il faut, puis c'est vraiment beau, puis je suis convaincue que tout le monde le voit autour d'eux, c'est vraiment extraordinaire, tous les mouvements de solidarité qui commencent, c'est comme si ça avait toujours été possible. Ben oui, puis c'est fou, c'est pour ça qu'on continue à s'impliquer. Puis pourquoi on fait ce podcast-là de Extinction Rebellion? Je suis sûre que les gens se demandent à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Écouter Netflix? Je sais pas. Arrêtez de parler de la planète. Ben, il faut en parler parce que présentement, il y a plein de choses qui vont nous passer sous le nez. Le gouvernement arrête pas d'investir dans des industries fossiles et puis, comme on peut plus rester dans la rue, c'est très difficile de se mobiliser. Si on le fait pas maintenant, on va se réveiller au lendemain de la crise avec vraiment dans un cauchemar, là. Ah non, c'est ça, puis c'est pour ça que toi et moi, on a commencé à s'impliquer dans Extinction Rebellion, justement. Extinction Rebellion, pour les gens, les auditeurs et auditrices qui ne savent pas trop c'est quoi, qui sont tombés sur notre podcast parce qu'ils cherchaient du contenu dans leur isolement. Extinction Rebellion, c'est une organisation autogérée, mondiale, qui prône la désobéissance civile comme moyen de pression pour obliger les gouvernements à agir face à l'urgence climatique. Et oui. Nous, c'est exactement pour ça qu'on l'a rejoint et c'est pour ça qu'on doit continuer à faire ce travail-là aujourd'hui parce que l'urgence climatique, elle n'est pas terminée. Oui, exactement. On parle de crise de pandémie, mais avant cette crise-là, on était déjà en crise. On était en crise climatique, on était déjà en grand danger. Et puis, XR veut répondre à ce danger-là. Pourquoi la désobéissance civile? Ben, tout simplement parce qu'on a l'impression que tous les autres moyens ont été tentés et n'ont pas apporté de résultats aussi importants que la crise. Donc, des pétitions, on en a tous et toutes signées, des manifestations, on en a eu autant comme autant, on a écrit des lettres, on a tout fait, on a essayé de s'impliquer en politique, mais on est obligé de constater que ça fonctionne pas. Et s'il y a des gestes qui sont posés, ils sont jamais à la hauteur de la crise. Oui, ça nous force notre imagination à justement désobéir et en ce temps de confinement, on va devoir avoir aussi beaucoup d'imagination pour savoir comment on va résister aux mesures qui sont prises sans acceptabilité sociale parce qu'on ne peut plus sortir dans la rue. Oui, non, il faut vraiment réfléchir, puis j'espère qu'on a des auditeurs, des auditrices qui vont nous aider à réfléchir à des solutions, à réfléchir à comment on réussit à se mobiliser parce que j'imagine que toi et moi, on n'est pas les seuls activistes dans leur salon
qui présentement ont peur de ce qui va arriver, qui se demandent comment on peut continuer d'être activiste pendant cette crise-là. Il faut vraiment se poser ces questions-là. Oui, j'ai vu des groupes Facebook comme Révolution post-COVID-19. J'adore ça, voir des initiatives comme ça. Là. Les gens, j'ai vu aussi des « ça va bien aller » version « mort au capitalisme » avec un petit arc-en-ciel. Je trouve ça le fun. Il y a des gens... on sent les cœurs en titre malgré tout, malgré ce petit pan de bonheur et de solidarité. Oui, parce que c'est ça, il y a une espèce d'enrobage rose autour de la crise. Ça va bien aller, on s'inquiète pas, ça durera pas longtemps, mais bon, quand on est un peu réaliste, on se dit que ça va mal en maudit. Et puis, on va peut-être s'en sortir, mais on va s'en sortir à quel prix? On va s'en sortir de quelle façon? Et puis, on a beau se dire qu'il y a plus d'animaux qui se promènent dans les champs parce qu'on n'est pas là pour les chasser, puis qu'il y a des rivières qui redeviennent belles. Tout ça, ça perdurera pas si on fait pas des efforts maintenant. Puis surtout, après, il va falloir se mobiliser, il va falloir rester impliqué. Faut que les gens qui sont fâchés maintenant, qui écoutent des documentaires chez eux à la maison, qui se disent « Oh, pauvres petits ours polaires », mais il faut qu'après, ces gens-là soient dans la rue avec nous, avec Extinction Rebellion. Il faut rester fâché. Ben oui! Il faut rester fâché, il faut rester mobilisé. Avec le sourire, quand même, comme on dit souvent, avec amour et rage. Avec amour et rage. J'adore tellement ce slogan-là. Pour celles et ceux qui le connaissaient pas, c'est le slogan d'Extinction Rebellion et je le trouve magnifique. Amour et rage, c'est exactement ce que ça nous prend. C'est presque un des slogans qui m'a fait embarquer dans Extinction Rebellion. Ah je pense que j'aimais vraiment beaucoup c'est ça, cette espèce de dualité entre l'amour puis être fâché. Tu sais, on n'a pas besoin d'être fâché 100% du temps, ni dans les pétales de rose 100% du temps. Il y a une espèce de limite à avoir un bon ballon, je pense, puis Extinction Rebellion le représente bien, je pense, ce ballon-là. Toi, ton élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'embarquer avec Extinction Rebellion? Est-ce que tu étais une activiste avant? C'est quoi ton parcours? Ouais, ben j'ai été activiste pour des diverses organisations indépendantistes, progressistes. J'ai été dans la grève en 2012. C'est ce qui m'a pas mal radicalisée. Ça a radicalisé ben du monde! Ouais, c'est ça. Quand on se fait gueuler dessus après les flics, après ça, on pense plus pareil. Sinon, j'ai travaillé à Greenpeace. J'ai eu une petite pause estudiantine. J'ai fait la fête, j'ai pas trop milité. Puis avec toutes mes valeurs, j'étais déjà zéro déchet, j'étais déjà végétarienne. Je me suis dit, là, il me faut la prochaine étape. Puis la vraie étape, celle qui est nécessaire, ben c'est l'implication politique. Puis toi, Chantal, qu'est-ce que fait... mais toi, t'es une militante d'expérience depuis tant d'années. Mais moi, j'ai milité beaucoup dans les mouvements politiques. J'ai milité au NPD, après j'ai milité beaucoup à QS. Ensuite, j'ai commencé à militer avec Greenpeace. Et puis, je faisais des manifestations. Et j'étais relativement modérée, je te dirais, dans le début de mon militantisme. Oh ouais, toi, ça! Quand même, j'étais de celles qui demandaient aux gens de se calmer, de faire attention, qui croyaient que par la politique, les choses changeraient. Et 2012 a probablement aidé à me radicaliser aussi parce que à force de manger des coups de matraque, c'est sûr qu'on se dit qu'on n'est pas tellement écouté. Donc, on finit par se dire, il va peut-être falloir faire autre chose. Puis si on décide de suivre la loi, il y a rien qui va changer parce que après, si les gouvernements décident qu'ils vont arrêter les manifestations de façon massive, comme ce qui s'est passé en 2012 à grands coups de matraque, on n'a plus d'autres options. Donc, suivre la loi, c'est choisir de ne pas avancer, c'est choisir le statu quo éventuellement. Donc, Extinction Rebellion, pour moi, au niveau de la crise environnementale, c'était ce qui tombait sous le sens. Et puis, j'aurais peut-être choisi une autre organisation, mais comme Extinction Rebellion est mondiale, je me disais, c'est en train d'émerger partout dans le monde. On a un mouvement, c'est dans celui-là qu'il faut embarquer. Parce que là, le monde au complet embarque dedans, donc on peut vraiment être une force de changement partout en même temps. Oui, parce que c'est ça la force d'Extinction Rebellion. Donc, si vous nous écoutez, vous êtes en région, par exemple, et vous n'avez pas un groupe chez vous, ben là, peut-être pas maintenant, c'est pas le temps de mobiliser les gens, mais bientôt, quand on va pouvoir sortir, n'importe qui peut se partir sa propre cellule d'Extinction Rebellion pour entrer dans ce mouvement mondial. Oui, exactement. C'est un peu comme un coffre d'outils. N'importe qui peut le prendre, peut l'adapter à sa réalité. Il n'y a pas besoin d'avoir l'approbation d'un groupe mère pour que son groupe en région puisse exister. Les groupes peuvent être différents. Si pour vous, c'est juste un groupe de mobilisation qui a du sens, parfait. C'est juste un groupe d'artistes. L'important, c'est juste de
suivre les principes d'Extinction Rébellion. Puis si les gens n'ont pas le temps présentement de former des groupes, c'est pas le bon moment, mais c'est peut-être le bon moment d'aller fouiller sur le site, de regarder les principes, parce qu'ils sont beaux, ces principes-là, puis je pense que c'est pas tellement difficile d'y adhérer. Ben non. Donc, on a parlé beaucoup de mobilisation, mais là, on le sait, on est en période de crise, tout le monde est cloîtré chez eux. Pourquoi c'est important de se mobiliser maintenant, d'après toi? Ça serait pas mieux, justement, de se consacrer juste à la crise? Oh, ça serait le fun, hein? Ça serait le fun. Ça serait le fun si c'était juste ça, mais... Juste apprendre à tricoter. Exact, mais tu sais, on l'a dit, l'urgence climatique continue. Trudeau a annoncé qu'elle allait donner 15 milliards de dollars aux entreprises pétrolières. Je le sais, j'ai capoté. J'en reviens pas, ça passe comme une lettre à la poste, les gens ont pas de moyens de réagir, mais 15 milliards de dollars! C'est complètement fou. Est-ce qu'on va la laisser mourir, cette industrie-là, un jour, ou on va la sauver tout le temps? Avec l'argent public, là, l'argent des contribuables, ça, c'est fou quand même. Là, on parle toujours, les gens de droite vont se dire écœurés de payer. Comment ça a été écœuré de payer pour les entreprises pétrolières qui sont en train de détruire la santé publique? Parce que ça, c'est un peu fou, là. La santé publique, elle est très affectée par la qualité de l'air, par le pétrole et par tout ça. Donc, c'est vraiment un peu fucké de donner de l'argent à une grosse entreprise comme ça, alors qu'on est en pleine crise de santé publique. On est en train de contribuer à notre extinction. Exactement. Puis, c'est pas la première fois là, que Trudeau fait ça. Il y a pas si longtemps, on est devenus tous et toutes actionnaires d'un pipeline, hein, il faut pas l'oublier. Et puis, ce pipeline-là, on apprenait dernièrement que son agrandissement, les rénovations, ça continue. Ça, c'est un service essentiel. Les travailleurs continuent de travailler sur le pipeline. C'est complètement ahurissant. Ben oui, puis mettre en danger les communautés autochtones souvent par où le pipeline passe, parce que les travailleurs doivent y aller, ils viennent de d'autres régions qui peuvent être infectées. Les communautés autochtones n'ont pas nécessairement les ressources pour gérer une pandémie comme la COVID. Donc, c'est un petit peu trippant, tout ça. C'est complètement fou. C'est complètement fou de voir qu'on continue avec Trans Mountain, qu'on continue avec Keystone XL, et puis que dans cette trame-là, il y a vraiment un discours autoritariste qui est de plus en plus présent pendant que nos démocraties sont vraiment mises à mal parce qu'on peut pas sortir, on peut pas manifester. Parce que si on propose ici de faire une manifestation, c'est pas tellement long, ça sera pas tellement long qu'on va nous enfermer, qu'on va nous arrêter, et puis probablement avec raison, c'est pas le temps de faire une manifestation, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, il va falloir être vraiment imaginatif sur les moyens de pression qu'on va avoir. D'ailleurs, on va demander l'aide des auditeurs et auditrices à la maison si vous avez des idées là, de comment déranger un petit peu le gouvernement dans ces moments-là, là, dites-le nous, là, que ce soit des manifestations de balcon, que ce soit encore des pétitions, même si on connaît leur petit impact, mais on peut quand même s'essayer parce qu'il va falloir redoubler d'imagination parce qu'il faut dire que ça passe pas, ces projets-là. Oui, mais je sais pas, peut-être qu'il va falloir se mettre à téléphoner massivement, à envoyer des lettres, à mettre des affiches sur nos balcons. Je sais pas, il va falloir réfléchir quand on sort est-ce qu'on va s'habiller d'une certaine façon? Est-ce qu'on va boycotter certains objets? Il va falloir vraiment avoir de l'imagination. Comment on fait pour avoir un impact? Dans un moment où on peut pas manifester, on se fait passer toutes sortes de projets sur le dos, et puis la démocratie est mise à mal. Ben oui, il y a une banalisation vraiment de l'autoritarisme en ce moment. Là, quand on voit le nombre de cas de délation que le SPVM recense, qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pour dire qu'ils ont vu des attroupements, qu'un tel magasin était ouvert. À un moment donné, on peut pas demander aux citoyens, faut qu'ils se mêlent de ces affaires d'une certaine façon, et on va pas commencer à avoir des délateurs, là. Ça fait peur. Je suis vraiment contente que tu parles de ça parce que moi, s'il y a une chose qui m'inquiète, c'est vraiment ça. C'est vraiment la délation. Si on commence à avoir besoin de se méfier des uns des autres, à vérifier son voisin, présentement, on bâtit le monde qui va être notre monde après la crise. Ça va pas disparaître, tout ça. Alors, est-ce qu'on veut un monde dans lequel tout le monde a peur des autres ou on veut un monde qui est solidaire? Depuis quand de dénoncer quelqu'un, ça fait qu'il apprend? On devrait pouvoir être pédagogue, on devrait pouvoir être solidaire. Une personne qui suit pas les consignes présentement, c'est peut-être une personne qui est vraiment mal prise, qui est déjà précaire, qui vit déjà toutes sortes de difficultés, qui fait en sorte qu'elle est pas capable de prendre conscience de la crise psychologiquement ou qui fait en sorte qu'elle peut pas ne pas sortir de chez elle pour diverses raisons.
Si on est 18 dans un 3,5, c'est peut-être plus difficile de rester à la maison toute la journée, là. On n'est pas égaux devant le confinement. Non, pas du tout. Puis on l'a vu avec les étalages de supermarchés qui ont été dévalisés carrément. Ça, pour les gens qui sont de classe sociale précaire, c'est vraiment difficile de pouvoir faire une épicerie pour 3 mois. Là. Il y a des gens qui peuvent pas faire une épicerie de plus d'une semaine à la fois. Donc vraiment, là, malgré... c'est ça, pour ça aussi qu'on est là, le podcast. On est un peu des petits chiens de garde. On est là pour dire que le hashtag « ça va bien aller », ben non, ça va pas si bien aller que ça, dans le fond. Ça va pas si bien que ça, puis il faut vraiment rester à l'affût, parce que présentement, oui, on a un mouvement de solidarité à faire. Il faut être solidaire, il faut vraiment respecter les consignes, mais en même temps, il faut pas que ça nous empêche d'être critiques du gouvernement. Parce que présentement, moindrement que quelqu'un critique le gouvernement, c'est vu comme un manque de solidarité. Et ça, c'est super, super grave. Il faut continuer d'être capable d'avoir un regard critique. Les journalistes qui posent trop de questions, tout de suite, on sent un ton autoritariste des autorités, ça change tout de suite. C'est très, très, très mal vu. Si on critique quelque chose, maintenant, on entend toujours parler de Papa Legault. Non, ouais. Il faut arrêter ça. Non, c'est ça, il y a des limites, là. Puis moi, j'ai pas envie d'un père de famille qui gère l'État. Je veux pas qu'il gère ça comme un père de famille. Il gère ça comme le gouvernement, puis il laisse les papas être des papas, là. C'est pas mon papa, je veux pas qu'il soit mon papa. Il y a une très bonne campagne de com'. Derrière ça, on va lui donner, là. Il est très bon pour parler à la caméra, là. Il est super bon. Présentement, ils sont super bons, mais... Ils promettent quoi? Ils disent pas grand-chose. Il y a pas grand-chose à part répéter les consignes, faire le point de presse rassurant tous les jours. Lavez-vous les mains. Les mesures concrètes pour aider les gens qui ont perdu leur emploi, il y en a pas tant que ça. Alors que Trudeau, que j'aime pas particulièrement non plus, qui promet quand même beaucoup plus de choses pour aider les gens, est vu comme un incompétent, probablement parce qu'il y a une moins bonne agence de relations de presse que Legault, je sais pas. Il devrait faire du yoga avec sa femme, je pense, un petit peu. Il est dû, là, un petit Trudeau. Mais je sais pas s'il se voit, hein, parce que là, elle a le COVID. Elle guérit, paraît qu'elle guérit. Je suis pas assez mes petits potins de politiciens. Écoute, paraît qu'elle guérit, elle est allée faire un souper avec Meghan McMarkle. Non, ça, c'est une blague. Écoutez-moi pas à la maison. Et là, est-ce qu'elle prend des marches? Non, on arrête ça. Donc oui. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il faut se mobiliser absolument. Il faut rester mobilisé parce que le reste continue de rouler. Puis moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que présentement, on le sait, on commence une crise financière qui va continuer, hein, ça va être énorme, on va entrer en dépression, on est déjà entré en dépression. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, de PME, de gens qui vont connaître un déboire terrible au niveau financier. Mais après, quand tout ça va repartir, de quelle façon on veut que ça reparte? La sortie de crise, là, c'est ça qu'il faut préparer. Il faut vraiment le préparer, parce que comment on va s'en sortir? Est-ce qu'on va privatiser massivement? Est-ce qu'on va tomber dans une récession encore plus grande et on va demander aux gens de serrer la ceinture encore plus? On va peut-être avoir encore des années d'austérité devant nous, ou on va décider au contraire de relancer l'économie avec un projet vert, où on va décider d'avoir une plus grande place aux organismes publics qu'on va avoir vu, parce qu'on va avoir vu les répercussions d'avoir coupé tellement dans les services publics. On va décider de revaloriser ça. C'est 2 avenues complètement différentes qui nous attendent, puis il faut commencer à y penser maintenant, parce que si on y pense pas, si on sème pas les graines de ces idées-là maintenant, elles germeront pas à la fin de la crise. Exact, il faut rester alerte, parce que sinon, on pourra pas s'en sortir. On peut pas rester passif. J'ai vu beaucoup de gens écrire sur Internet, par exemple, que la crise pouvait aider la planète, et puis que ça donnait un petit souffle, les gens consommaient moins. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui profitent de ça pour dire « Hey, voulez-vous une nouvelle boîte livrée chez vous de cossins inutiles à chaque mois? » Il y a des gens qui s'ennuient de cette consommation-là. Donc, on peut pas rester passif face à ça. Non, moi, je suis convaincue qu'Amazon, présentement, fait la pièce. Tout le monde fait venir toutes sortes de cossins pour se désennuyer à la maison. Les gens sortent plus. Ça veut pas dire que tout le monde va se mettre à acheter local du jour au lendemain. C'est pas vrai. Il y a des bonnes choses. Ça peut permettre à plusieurs personnes de s'apercevoir que le mode de vie d'avant, c'est en train de les tuer. Qu'il y avait
plus de temps pour leurs loisirs, plus de temps pour voir leurs enfants, et puis qu'il y a plein de choses au niveau local qui sont super intéressantes. Ils vont peut-être découvrir des nouveaux talents. Le Québec au complet fait du pain présentement. Oui! Je le sais, je ne trouve pas de levure nulle part. Il y a que des photos de pain sur mon Facebook. Le pain a remplacé les chats sur Internet, je pense. C'est vrai, le pain. Et moi, je vais le dire, là, j'en fais beaucoup de la cuisine, des recettes ces temps-ci, mais j'ai de la difficulté à comprendre la folie de partager chacun de mes repas sur Facebook. Mais bon, c'est vrai que ça fait changement des photos de chats. Ben, les gens, ils voulaient cuisiner, qu'est-ce que tu veux? Mais laissez un sachet de levure, s'il vous plaît. Ouais, ça, laissez-en pour les autres. Puis quand la levure va arriver, est-ce que vous pouvez ne pas acheter tout ce qu'il y a sur la tablette parce que vous en avez manqué? Il faut peut-être acheter en pensant aux autres. Ouais, ça, on va penser aux autres plus aussi, je pense, après cette crise-là. Là. Il y a, comme tu dis, il y a des organismes ou faire du bénévolat qui sont ensevelis de demandes, et ça, c'est vraiment tant mieux, mais il va falloir que cette demande-là continue, que l'offre de bénévolat continue, que l'offre de solidarité continue, parce qu'on sait que cette justice-là est très, très précaire. C'est très précaire. Il faut vraiment y penser maintenant pour que ces idées-là germent plus tard. Ouais. Là, Chantal, avec tout ça, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le sait pas. Non. On le sait pas. C'est pour ça qu'on fait un podcast, pour essayer de trouver ce qu'on fait. Il faut qu'on redéfinisse complètement nos rôles d'activistes, notre quotidien, mais notre rôle d'activiste, on le sait pas. J'espère qu'on va avoir des idées, qu'on va avoir des invités qui vont avoir des idées, puis qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui vont nous en donner des idées, parce qu'il faut en avoir. Oui, parce qu'on va avoir une page Facebook, d'ailleurs, Activistes en crise. Vous pouvez aller la liker et écrire, dans le fond, si vous avez des témoignages, des commentaires, des idées. On a besoin de vous, on a besoin d'être tous ensemble là-dedans, là. Oui, on a besoin d'être unis plus que jamais. On en a parlé, il faut être solidaire contre la pandémie, mais il faut être solidaire pour continuer de lutter contre la crise climatique. C'est vraiment important de garder notre militantisme vivant, de garder notre activisme vivant. Donc, comment on fait ça? On va avoir besoin des idées de tout le monde. Ouais, vraiment. Puis c'est le temps aussi de faire des petites lectures. Moi, je proposerais l'Utopie de Thomas More. Si jamais vous l'avez pas lu, c'est un vieux livre de genre 1560. C'est ridicule. Et ça parle de comme une utopie, donc un monde qui n'existe pas. Et il y a pas d'assurance, il y a pas de monnaie, il y a tout. C'est bien le fun, en tout cas, c'est un petit peu anarchiste, c'est un petit peu le père de l'anarchie. Si jamais vous voulez lire ça, on peut commencer déjà à rêver à demain, au moins. Oui, rêver à demain, mais ça me fait penser, je fais juste une petite parenthèse, les librairies indépendantes. Présentement, ont vraiment beaucoup de difficultés à arriver, évidemment. Hein? Donc, si vous voulez acheter un livre sur Internet, comme la suggestion de Coralie, allez sur les sites des librairies indépendantes pour vous le faire livrer et pas sur Amazon et etc., s'il vous plaît. Oui, puis il y en a plein qui offrent la livraison. En plus, en ce moment, j'ai vu quelques librairies dire de les appeler, qu'ils ont même tout leur répertoire sur leur site Internet. Donc, ça vaut le coup de faire une petite recherche Google, vraiment simple, ou une recherche Ecosia ou Firefox, ou votre moteur de recherche politiquement correct que vous voulez, et de faire vraiment d'encourager les entreprises locales si nécessaire. Oui, non, j'aime ça que tu dises une suggestion de lecture, puis si vous en avez d'autres à nous proposer, ça serait super intéressant. Moi, j'ai une suggestion d'écoute. Il y a une vidéo qui m'a beaucoup marquée. Malheureusement, elle est seulement en anglais. D'ailleurs, si quelqu'un est capable de la traduire, de faire des sous-titres, ça serait super intéressant. C'est une vidéo de Naomi Klein où elle parle en fait des idées qui sont véhiculées dans la société et que en période de crise, il y a des idées qui étaient pas possibles avant, qui étaient pas imaginables du tout. Et puis, pendant la crise, on est capable d'imaginer plein de nouvelles choses. Donc, et c'est vrai, et ça nous dit à quel point c'est important de parler des idées qu'on veut avoir après la crise pour qu'elles puissent vivre. Donc, on va mettre le lien sur notre page Facebook pour la vidéo de Naomi Klein. Vous irez voir ça, c'est super intéressant, ça dure quelques minutes. Ou un philosophe aussi comme Alain Deneau, la presse a fait une entrevue avec super lui. Intéressant. Oui, la semaine du 1er avril, donc si vous voulez aller voir ça aussi, Alain Deneau qui réfléchit pas mal à toute notre société en ce moment, puis comment en faire une meilleure. Oui, c'est lui qui avait écrit d'ailleurs Médiocratie, si vous avez encore, vous avez du temps, sûrement, sauf si vous travaillez dans le milieu de la santé, et on vous remercie. Oui! Désolée, vous en avez pas de temps.
Mais les autres qui ont du temps, médiocratie, comment on en est venu à apprécier ce qui est médiocre dans nos sociétés, justement, ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est un petit livre assez rapide à lire. Parce que dans Activistes en crise, on va faire ça, on va parler de ça, on va vous donner des suggestions, on va prendre aussi vos commentaires. Si jamais aussi vous êtes des travailleurs de la santé, des scientifiques, vous vivez une injustice en ce moment par rapport à la crise, vous pouvez venir nous en parler. On a envie de parler de ce que nos amis vivent, ce que nos collègues, nos camarades vivent. Je pense que c'est important aussi de se serrer les coudes et se rappeler c'est quoi la réalité du monde et que c'est pas juste des chiffres que François Legault dit une fois par jour. Oui, exactement. Donc, si on peut vous donner une voix, si ça s'intègre le moindrement dans les valeurs, les principes d'Exar, ça va nous faire vraiment plaisir de vous donner une voix. Ben merci Chantal, c'était full un premier cool épisode, ça, comme podcast. Oui, je pense que je vais aimer ça, faire mon confinement avec quand même une voix et imaginer des auditeurs et passer du temps avec toi. Ouais, on pense à vous, puis oubliez pas de liker, commenter, partager le podcast. On remercie aussi Jean-Philippe Thibault à la réalisation du podcast. Merci! Merci et à la prochaine! À bientôt!